Bonjour tout le monde et bienvenue à la vidéo, la dernière vidéo du Pisteur en français. Pour ceux qui sont toujours ici, j'espère que vous avez regardé les deux premières vidéos. Et ceci, je vous le dis maintenant, c'est de la plus dure, c'est la plus théorique, c'est le plus d'informations qui n'ont pas tant de liens ensemble. Mais pour ceux que ça concerne, j'espère vraiment que ça vous aide pour vous préparer à l'examen cadet. Moi, j'ai confiance que ceux qui peuvent aller sur le cours de planeur ou Power, ils vont. J'ai confiance en vous. Si vous écoutez les vidéos, si vous prenez des notes, si vous faites des examens de pratique de P-Star chez vous, je suis assez confiant que vous êtes capable de passer l'examen cadet. Parfait. Euh, je m'attends à ce que vous ayez déjà vu les autres vidéos, alors entrons directement dans la matière. Bonjour tout le monde. Alors, voici le plan de leçon de la journée. On va parler des plans de vol et itinéraires de vol, les autorisations et les instructions, l'exploitation d'aéronefs, les règlements, alors l'espace aérien du Canada, l'espace aérien contrôlé et les faits aéronautiques. Rentrons directement dans les plans de vol et itinéraires de vol. Alors, un plan de vol ou un itinéraire de vol, essentiellement, c'est... imaginons que vous allez faire une randonnée, puis si vous vous perdez, ben, si vous avez pas dit à personne que vous allez sur une randonnée ou où vous alliez ou quoi que ce soit, personne ne peut vous sauver, vous êtes un peu pogné là. Oui, vous avez votre téléphone, quoi que ce soit, mais imaginez que ça fonctionne pas pour quelconque raison. C'est toujours une bonne idée de dire à quelqu'un on est où et pourquoi et quand nous attendre. Même histoire en aviation. Si moi je m'en vais piloter, je vais aller à Rimouski aujourd'hui, whatever. Disons que un peu au nord de Québec, je me plante. Je suis dans un champ quelque part. Ben, si moi j'ai pas dit à personne que je m'en vais à Rimouski, il y en a du monde qui pense que je suis chez moi et je fais rien, ils vont pas contacter personne quand ils me trouvent pas à Rimouski, par exemple. Oui, vous comprenez un peu l'idée. Alors, on trouve des plans de vol et des itinéraires de vol. Un plan de vol, c'est, faire ça rapidement, c'est la façon un peu plus officielle de faire ça, et l'itinéraire de vol, c'est un peu moins officiel. Euh, les plans de vol ou itinéraires de vol sont légalement obligatoires si on part à plus que 25 000 nautiques du départ, de l'aéroport de départ. Alors, dans un plan de vol ou un itinéraire de vol, l'information qui est minimale qu'il faut rentrer, ce serait l'info de l'aéronef, alors l'immatriculation, quel type d'aéronef, s'il y a des skis ou des roues ou quoi que ce soit, la couleur par exemple, la route incluant les arrêts. Alors, la route, c'est juste où est-ce qu'on s'en va. Alors, si je m'en vais de Saint-Jean à Drummondville, je vais mettre Saint-Jean à Drummondville. Le temps de départ et la durée de vol. Alors, on va dire, je m'attends à ce que je parte à 3 heures de l'après-midi, puis mon vol dure 45 minutes, par exemple. Et après, je mets de l'info additionnelle. Alors, l'essence que j'ai, l'endurance que j'ai, voulant dire la distance maximale que je peux atteindre avec l'essence que j'ai, les personnes à bord, tout ça. Euh, un plan de vol, c'est fait et déposé par les FSS. Alors, on l'a vu tantôt, la FSS avec le FIC, c'est la même chose. Euh, le rapport d'arrivée doit être fait en dedans de 60 minutes de l'atterrissage avec l'ATS. Alors, moi, si j'atterris, la part du temps, la tour de Saint-Jean va dire plan de vol fermé. Mais s'ils le disent pas, il faut que je ferme mon plan de vol par moi-même, que j'aille sur le site et je dise ok, j'atterris. Parce que sinon, ils vont envoyer la police et les Search and Rescue pour venir me trouver. Et ça, c'est pas une mauvaise chose, évidemment. Je suis pas dans le trouble. Mais ça, c'est des choses qui auraient pu être utilisées sur des personnes qui ont besoin de cette aide-là. Vous comprenez? Euh, alors, encore les plans de vol, il faut appeler la FSS, donner, ou déposer un papier à la FSS, donner toutes les informations ou le site internet. On parle vraiment au FIC. Euh, un itinéraire de vol, ça c'est différent. C'est déposé avec une personne de confiance. Personne de confiance, essentiellement, c'est quelqu'un qu'on s'attend qu'il soit capable de dire que ah, cette personne-ci n'a pas atterri à l'heure qu'ils ont dit qu'elle allait atterrir. Ne m'ont pas encore texté quand ils ont dit qu'elle allait me texter. Um, c'est beaucoup moins officiel. Ça peut juste être j'appelle ma mère et dire hey maman, si j'ai pas si je t'ai pas texté d'ici 7 heures du soir, appelle quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. Le rapport d'arrivée doit être fait le dès que possible, mais idéalement en dedans de 24 heures. Euh, alors, s'il y a une déviation dans le plan de vol, quelconque raison, disons que je vais aller à Drummondville, mais il y a des nuages ou un orage, quoi que ce soit,
il faut que j'avise dès que possible pour changer mon plan de vol, que j'appelle la FSS ou la radio. Une escale, c'est quoi? Une escale, c'est un arrêt. Un arrêt entre deux places, là. Alors, si je veux inscrire un arrêt dans mon plan de vol, il faut que je réécrive le nom et la durée de l'escale dans la section route. Cette information-là, je sais pas pourquoi elle est dans le pisteur, mais elle est. Euh, alors, disons que je vais aller de Saint-Jean à Trois-Rivières à Québec et je vais prendre une petite pause de 30 minutes à Trois-Rivières. Je vais faire Saint-Jean, Trois-Rivières, Trois-Rivières, 30 minutes, Québec, par exemple. Pour la durée totale d'un vol, on inclut. Alors, disons que ça me prend 1 heure me rendre à Trois-Rivières, puis ça me prend 45 minutes arriver à Drummondville. Non, pardon, arriver à Québec. Excuse. On va faire 1 heure, plus 45, plus la demi-heure que j'ai attendue à Trois-Rivières. L'essence supplémentaire. Alors, dans les vols VFR, il faut de l'essence supplémentaire. Si moi je compte voler 1 heure aujourd'hui, je ne vais pas seulement avoir 1 heure d'essence avec moi. Dans l'avion, dans un avion, il faut avoir 30 minutes d'essence à la vitesse de croisière supplémentaire que le vol prévu. Alors, ça 30 minutes d'essence, on calcule ça avec l'utilisation d'essence par heure, quoi que ce soit. Puis il faut prévoir 30 minutes de plus que cela. Dans un hélicoptère, il faut seulement 20 minutes d'essence de plus, supplémentaire que le vol prévu. Rentrons direct dans les questions. Ah, j'ai pas mis. Je viens de réaliser que j'ai pas mis mes diapos de exemple de questions. Je sais pas, je vais sûrement pas le faire pour la vidéo anglaise non plus, alors je vais juste faire ça direct là. Comment, dans le cas d'un vol VFR, indique-t-on l'escale sur une formule de plan de vol? C'est la chose que j'ai mentionné tantôt. 1. En tenant compte de la durée de l'escale dans le temps indiqué à la case temps de vol, puisque l'ATC vérifie systématiquement la durée de chaque segment. 2. Comme pour tout plan de vol VFR, si la durée de chaque escale ne dépasse pas, ne dépasse pas 30 minutes. 3. En répétant le nom et la durée de l'escale à la case route. Et 4. En indiquant simplement escale à la case autre renseignement. Parce que si la réponse est 3. Les autres font pas trop de sens, c'est trop de travail pour les personnes à la TC, quoi que ce soit. Alors la réponse dans ce cas-ci, c'est 3. En ce qui concerne un itinéraire de vol, la personne de confiance désigne une 1. S'est engagé à signaler le retard d'un aéronef. 2. À 18 ans ou plus. 3. Est titulaire d'une licence aéronautique. Ou 4. S'est engagé à signaler l'arrivée d'un aéronef. Alors, on n'a rien vu que ce soit 18 ans ou plus, alors on oublie réponse 2. Est titulaire d'une licence aéronautique? Absolument pas, ça pourrait être ma mère. Euh, alors, ça serait vraiment entre 1 et 4. C'est quoi la réponse? Alors, pensez-y, c'est quoi qui est plus important? Dire quand la personne est arrivée ou dire quand la personne n'est pas arrivée? C'est un peu difficile, mais c'est plus important de dire quand la personne n'est pas arrivée que quand elle est arrivée. Euh, Quelqu'un de vraiment irresponsable. Euh, si moi, j'arrive, comme, je sais pas, j'ai demandé à mon ami vraiment irresponsable d'être ma personne de confiance. Disons que je reviens à mon vol, moi je peux arriver dans sa face et dire hey man, j'ai atterri. Il va dire ah, ok, pas de trouble, il va le faire, il va le mettre. Mais si j'atterris pas, ça se peut qu'il oublie de mon existence, que je suis parti en vol ou quoi que ce soit. Et ça se peut que moi, j'ai pas de soins de secours maintenant. C'est plus important de signaler le retard d'un aéronef que de signaler l'arrivée. Alors dans ce cas-ci, la réponse, c'est engagé à signaler le retard de l'aéronef. Regardons ici. La quantité de carburant à bord de tout avion à hélice au début d'un vol VFR de jour doit être suffisante, tenu compte des conditions météorologiques et des retards auxquels on peut s'attendre en vol, pour permettre à cet avion de voler jusqu'à l'aérodrome de destination et, ensuite, pendant 45 minutes à la vitesse normale de croisière, ensuite pendant 30 minutes à la vitesse normale de croisière, de là jusqu'à un aérodrome de dégagement spécifié et ensuite pendant 45 minutes à la vitesse normale de croisière, et de là jusqu'à un aérodrome de dégagement spécifié et ensuite pendant 30 minutes à la vitesse normale de croisière. Euh, Généralement, dans les questions de PSR, la réponse est toujours celle qui est plus sécuritaire, mais dans ce cas-ci, c'est un peu le contraire. La technique sécuritaire, c'est la bonne réponse. La bonne réponse, c'est 2. C'est ensuite pendant 30 minutes à la vitesse normale de croisière. Parce qu'on se dit, ben 40 minutes, c'est plus d'essence. Puis réponse 3 et 4, ça donne assez d'essence pour atterrir quelque part d'autre, en plus d'avoir 30 minutes ou 45 minutes d'essence de plus. Oui, mais considérez que le gaz est cher pour les avions. Par heure de vol, c'est environ 90$ minimum.
Puis ce serait vraiment, ça enlèverait la chance à plusieurs personnes de voler si ont besoin de traîner autant d'essence que ça. Et en plus de ça, l'essence est lourd. C'est cher puis c'est lourd. Alors ce serait juste, ça ferait pas de sens de demander autant d'essence que ça des avions. Alors la réponse serait 2. Ensuite, pendant 30 minutes à la vie frontière. Durée prévue de vol A à B, 1h15. Durée prévue de l'escale à B, 30 minutes. Durée prévue du vol B à C, 1h20 minutes. Des données ci-dessus, pardon. Quelle entrée doit être inscrite dans l'espace temps de vol estimé au plan de vol? Alors, on a mentionné que les escales comptent dans le temps du plan de vol. Or, dans ce cas-ci, on fait juste la somme des vols et des escales. Alors, ça revient à 3h05 minutes dans ce cas-ci. Parfait. Parlons des autorisations et instructions. Alors, avant de commencer, il faut juste dire que dans tous les cas, il faut répondre pour accepter ou refuser l'instruction. Si m'autorise à atterrir, je peux pas juste rien dire. Il faut que je dise finalement non, j'aimerais pas atterrir ou finalement ou que je dise autorisé à atterrir, pour le répondre. Ou si on me donne une instruction, généralement il faut accepter les instructions, mais si pour quelconque raison je ne peux pas accepter l'instruction, il faut que je parle. En même temps, le PIC est responsable pour toute la sécurité à tout temps, constamment. Alors, voyons les autorisations versus les instructions. Une autorisation est observée quand c'est accepté par le PIC. Alors, si moi, je suis en train d'atterrir, puis ben, je suis en voie d'atterrir, puis la tour m'a dit Alpha Delta Foxtrot, autorisé à atterrir, plus 2-9. Si moi, je dis rien, ben, j'atterris pas légalement. Alors, si moi, je dis rien, puis je pars, le contrôleur, il a pas besoin d'attendre que j'atterrisse. Lui, il fait juste dire Ok, ben, il a pas accepté, je vais faire que quelqu'un atterrisse. C'est seulement observé quand c'est accepté par le PIC. Une instruction, à l'encontre, c'est observé quand c'est reçu, si c'est sécuritaire, bien sûr. Alors, une instruction, ce serait par exemple euh, tourner à 230 degrés, par exemple. Ça, c'est pas un Ok, parfait, merci beaucoup, je pense que 230, merci pour l'aide. C'est Ok, je le fais parce que c'est comme. C'est légalement, je dois le faire. Si moi, je vois que si je suis en 230 degrés, je rentre dans une montagne ou dans un autre avion, ben je le fais pas. Euh, mais sinon, je le fais parce que c'est sécuritaire d'après ce que les contrôleurs aériens voient. Alors moi, il faut que je parle pour l'accepter, mais pour le... Comment on dit ça? Le relire, je suppose. Mais il faut que je l'observe puis je le fasse la seconde que je le reçois. C'est une déviation, aviser l'ATS dès que possible. Même chose que... C'est comme j'ai mentionné ici, il y a une montagne ou un avion. Je veux pas juste faut dire ok parfait je tourne puis que je tourne pas ou quoi que ce soit. Je vais dire je peux pas tourner un avion ou une montagne ou whatever à côté de moi. Mais si j'ai pas le temps de parler avant de le faire, il faut que je le fasse. La sécurité vient en premier. Toujours rester VFR. Même si l'instruction nous dit de rentrer dans un nuage, il faut dire je ne peux pas rentrer dans le nuage, il faut que je reste VFR. Si vous n'êtes pas certain avec une instruction, demandez à la TS. Moi, j'ai parlé à plein de contrôleurs aériens et eux, ils adorent ça répondre à des questions. C'est beaucoup mieux pour eux répondre à une question que d'avoir un vol qui est mal fait parce qu'ils savent pas ce qui se passe. Il faut. Ah bon. Il commence à être tard ici, là. Il est 22h09, alors il est minuit 9 pour vous. Euh, c'est toujours mieux de poser une question que de faire une erreur. Et si une instruction, pour quelconque raison, me semble non sécuritaire, il faut refuser et dire pourquoi. Euh, Ça m'est déjà arrivé à l'aéroport de Saint-Jean que les contrôleurs veulent que je taxie beaucoup plus vite que je suis capable de taxier en sécurité. Il faut juste que je dise non, je vais prendre mon temps. Ben attends, je vais circuler en français, là, pas taxier. Mais je veux dire non, je vais prendre mon temps, je veux pas risquer ma sécurité. Cool. Checkons les questions. Tu vois, c'est pas trop. Il y a beaucoup de modules aujourd'hui, mais ils sont relativement courts, à part un qui est pas mal long. Une autorisation et une instruction de l'ATC n'est donnée qu'en vue du trafic dont la tour reconnaissance. Par conséquent, si un pilote se conforme à une autorisation ou une instruction, 1. L'ATC est dégagé de la responsabilité de l'espacement du trafic. 2. La responsabilité de l'espacement entre les aéronefs incombe à l'ATC et au pilote. 3.
Le pilote n'est pas dégagé de la responsabilité d'éviter les abordages. Et 4. Le pilote est dégagé de la responsabilité d'éviter les abordages. Si on s'en rappelle de la joke que j'ai dit dans les cours, là, si ça pue dans le tour de contrôle, c'est la job du pilote. C'est la faute du pilote. C'est toujours la responsabilité du pilote d'éviter les abordages ou quoi que ce soit. La tour, eux, là, ils voient pas tout. Eux, ils ont les points radars, là, mais ça se peut qu'il y ait un oiseau, ça se peut qu'il y ait un avion qui a pas de radio, ça se peut qu'il y ait un drone, quelque chose. Si ils me donnent une instruction et que moi je vois un problème, j'ai priorité sur ce choix-là. La faute du gars qui m'a mis dans le drone ou dans l'avion, c'est ma faute de ne pas avoir vu le drone ou l'avion. Dans ce cas-ci, ce serait 3. Le pilote n'est pas dégagé de la responsabilité d'éviter les abordages. Ok. Une autorisation ATC, la même chose qu'une instruction ATC, est un conseil donné par l'ATC et le PIC concerné n'est pas obligé de l'accepter, ni même d'en accuser réception. 3. Doit être observé lorsqu'elle a été acceptée par le PIC. Ou 4. Le PIC concerné à s'y conformer. Alors, euh, numéro un, c'est pas vrai. C'est deux choses différentes. Numéro 2, c'est pas un conseil, c'est toujours une autorisation. Ça affecte toujours le vrai monde. Et même la dernière ligne ici euh, n'est pas obligé de l'accepter ni même d'en accuser réception. C'est vrai que t'es pas obligé d'accepter une autorisation, mais il faut que tu accuses réception. Si on nous parle, il faut répondre. Alors, c'est pas ça non plus. On doit être observé lorsqu'elle a été acceptée ou oblige le PIC concerné à se conformer. Il n'y a jamais rien d'obligation en aviation autre que la sécurité. Alors, la réponse c'est 3. Doit être observée lorsqu'elle a été acceptée par le PIC. Regardons ici. Après avoir accusé réception d'une autorisation, le pilote qui ne croit ne pas pouvoir s'y conformer entièrement ou en partie devrait alors 1. L'autorisation. 2. Se conformer qu'aux parties qui sont acceptables. 3. Faire de son mieux pour s'y conformer compte tenu des circonstances et ne dire rien à la TC. Ou 4. Faire de son mieux pour s'y conformer compte tenu des circonstances et aviser la TC dès que possible. Dans ce cas-ci, la réponse serait 4. Il faut toujours faire de son mieux. Il ne faut pas ignorer entièrement ce qui se passe, à moins que ça soit dangereux. Disons que la tour m'a dit tourne à 270 et monte à 5000 pieds. Mais disons que les nuages sont à 4000 pieds. Alors, je peux pas monter à 5000 pieds. Je veux pas juste ignorer ce qu'il a dit. Je veux pas juste aller vers l'avant. Je veux tourner à 270. Après, je vais monter à peut-être 4000. À 3500. Puis je vais dire à la TG, hey, il y a des nuages à 4000. Je peux pas monter plus que 4000. Puis après, ils vont s'assurer du reste. Il faut toujours communiquer constamment avec la TC quand possible. De la TC, 1. Doit être observée lorsqu'elle est reçue par le pilote, pourvu que la sécurité de l'aéronef ne soit pas compromise. 2. Doit être relue en entier au contrôleur et confirmée avant de devenir applicable. 3. Est en réalité un conseil donné par la TC et le pilote euh, en cause n'est pas obligé de l'accepter ni même d'en accepter réception. Et 4. Est la même chose qu'une autorisation ATC. Alors, on sait que c'est pas 4, j'ai déjà mentionné. En 3, 3 aussi, ça n'avait pas de sens. Ce serait un ou deux, et dans ce cas-ci, il doit être relu en entier au contrôleur et confirmé avant de devenir applicable. Ce n'est pas le cas. Une instruction est observée lorsqu'elle est reçue par le pilote. Alors, dans ce cas-ci, réponse, ce serait numéro un. Je bouge tout l'écran et pas ma face. Parfait. Parlons de l'exploitation d'aéronefs ici. Alors, euh, derrière les avions, euh, les jets, là, ça fait beaucoup de chaleur, c'est dangereux d'être en arrière de ça. Il y a des distances qui sont sécuritaires à être en arrière des avions. Et ça vient en trois tailles. Bien sûr, ces avions-là, c'est des gros avions quand même. Là. On dit un avion exécutif, un avion moyen porteur ou un avion gros porteur. Exécutif, c'est comme un jet privé. Moyen porteur, c'est comme un Dash 8, un petit avion, ou un petit avion à turboréacteur. Et un gros porteur, ce serait comme un 777, par exemple. Euh, Moi, ce que je me dis, c'est 2, 4, 6. Pour un avion exécutif, il faut être au moins 200 pieds en arrière. Un avion moyen porteur, 450 pieds en arrière. Un avion gros porteur, 600 pieds en arrière. Pour rester sécuritaire. Alors maintenant, pour le décollage, c'est différent. Le décollage, encore plus pardon. Première section de ce qu'on vient de parler, ça c'est au ralenti. J'ai pas mentionné. Ça c'est quand l'avion ne bouge pas. C'est juste assez pour faire tourner le moteur. Je m'excuse. Maintenant, quand l'avion est à veille de décoller, c'est là que ça change aussi. Même, les mêmes trois types. Dans ce cas-ci, on peut pas dire 2, 4, 6, il faut juste dire 5, 12, 16. Ça fait moins de sens, là, mais encore. Avion exécutif, 500 pieds en avion moyen porteur, 1200 pieds en arrière. Avion gros porteur, 1600 pieds en arrière de sécuritaire.
Une zone de souffle d'hélice de 45 nœuds peut être anticipée sur 60 pieds derrière les hélices d'un gros avion équipé de turbopropulseurs. Essentiellement. Imaginons on a un. Ben, je pense que c'est assez clair la phrase. Là. Ça se peut qu'un un avion de même, avec des turbopropulseurs, peuvent faire des vents de 45 nœuds jusqu'à 60 pieds en arrière. Je pense que c'était clair. Parfait. Continuons. Les orages. Alors, il ne faut pas décoller ou atterrir près des orages du tout. 0, 0, 0. Il faut toujours rester à au moins 20 000 nautiques d'un orage. Et si un orage est près de l'aérodrome de destination, disons que c'est l'aérodrome de destination et moi je vais atterrir, oh my god, il y a un orage. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais juste rester en haut d'un point connu. Je fais des mauvais tours là, parce que je peux pas tracer ma main. Je attends que ça dissipe. Être en haut d'un point connu, essentiellement, ça fait juste en sorte que l'orage ne bouge pas plus loin qu'on sait qu'on est. Et être en haut du point connu, ça fait juste aussi en sorte qu'on contrôle on est où. Et si on se perd, comme si on tombe pour quelconque raison, on sait aussi on est où. Le ELT, parlons du ELT. ELT, c'est Emergency Locator Transmitter. Essentiellement, c'est une petite machine qui fait un bruit sur la fréquence d'urgence 1.5 MHz. Il y a trois modes: allumé ou on, armé ou armed, ou fermé, off. Okay? Ça, c'est vraiment utilisé en cas d'urgence pour qu'on nous trouve. Si on veut l'utiliser, il faut juste l'allumer et attendre. Nous, on va pas entendre un bruit, c'est allumé et ça va envoyer le signal radio. Des ELT qui, ben, la plupart sont aussi allumés. S'il y a un coup trop soudain, le ELT va s'allumer. Si on veut le tester, le ELT pour savoir s'il fonctionne, on peut l'allumer pour un maximum de 5 secondes dans les 5 premières minutes de chaque heure UTC. Alors, deux choses là-dedans. Comment est-ce qu'on le teste? Parce qu'on a dit qu'on n'entend pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on écoute sur la radio, on met un de 1.5 sur la radio pour écouter, et quand on l'allume, si on entend un, on peut dire que ça fonctionne. Et pourquoi dans les 5 premières minutes de chaque heure UTC? Et pourquoi on ne peut pas juste dire heure? Il y a des places au monde que leur fuseau horaire n'est pas juste une heure ou une heure de plus ou une heure de moins. En Australie, il y a des places que c'est comme. Si vous savez, par exemple en Chine, je pense que c'est 12 heures de plus que nous. Il y a des places en Australie que c'est 12 heures et 15 minutes de plus que nous. Alors ça bug tout. Au Canada, ça ne nous affecte pas. Mais je pense que c'est un peu drôle. C'est un petit fait un peu drôle. Mais oui, alors si on veut le tester, dans les 5 premières minutes de chaque heure UTC, on peut le tester pour jusqu'à 5 secondes sans problème. Et si on le frappe accidentellement, il faut immédiatement contacter l'ATS pour dire: Hey, j'ai fait une erreur, il n'y a pas de problème, où est-ce que je suis? Retourne à la question. Dans une situation d'urgence nécessitant l'utilisation de l'ELT, l'ELT devrait être déclenché immédiatement et laissé dans la position on à l'heure prévue au plan de vol pendant les 5 premières minutes de chaque heure UTC et 4 le jour seulement afin de conserver la pile. Alors, 4, ça fait zéro sens. Il faut que les gens nous trouvent à toute heure de la journée. 3, ben ça c'est pour le tester seulement. 2, ben ça se peut qu'on n'est pas vivant à cette heure-là. Et 1, c'est ça la bonne réponse. Il faut l'allumer et le laisser allumer. Une LT 1 de 1.5 MHz de bord peut être mise en marche pour vérifier le fonctionnement à n'importe quel moment. 1. À la suite d'un atterrissage brutal. 2. Pendant les 5 premières minutes d'une heure UTC donnée. 3. Du changement d'une pièce ou d'une pile. Ou 4. Avant d'effectuer un vol en écoutant sur 1 de 1.5. Dans ce cas-ci, la réponse serait 2. Parce qu'on dit vraiment peut être mise en marche. Dans ce cas-ci, ce serait vraiment 2 pendant les 5 premières minutes de chaque heure UTC donnée. En dessous ici. Lorsque tout moteur de l'aéronef est laissé en marche au sol et que personne ne se trouve à bord, des mesures doivent être prises pour empêcher l'aéronef de se déplacer. Et 1. L'aéronef doit demeurer dans le champ de vision du pilote en tout temps. 2. L'aéronef ne doit pas être laissé sans surveillance. 3. L'aéronef doit avoir une masse brute inférieure à 2000 kg. Ou 4. Les dispositifs de blocage des commandes sont installés. Cela, il m'a vraiment un peu gossé quand j'ai fait mon cours. La réponse, c'est vraiment 2. L'aéronef ne doit pas être laissé sans surveillance. On pourrait mettre un enfant de disons 7 ans dans l'avion. En même temps qu'il peut peser ses pédales puis le garder freiné, c'est good. C'est pas le meilleur exemple, mais c'est ça la loi. Euh, Lorsque les pilotes reçoivent une autorisation avec l'attente à l'écart avant l'intersection, les pilotes
un, doivent respecter l'autorisation. Même avant que je lise les réponses, je vais expliquer ce que ça veut dire. Euh, Ce que ça veut dire, c'est que, imaginons qu'on a deux pistes de même, disons. Le pilote, il atterrit de même. Puis lui, imaginons que mon bracelet ici, là, on lui demande d'attendre au bracelet. De vraiment juste arrêter au bracelet, d'arrêter au bracelet, parce qu'il y a une autre piste active. Alors, les pilotes, un, doivent respecter l'autorisation quelles que soient les circonstances. 2. Peuvent circuler de l'autre côté de l'intersection une fois que l'aéronef en partance ou à l'arrivée soit dégagé. 3. Qui, par inadvertance, traverse l'intersection, devrait faire demi-tour et remonter la piste jusqu'au point d'attente. Ou 4. Devrait informer l'ATC immédiatement de l'impossibilité de respecter l'autorisation. La réponse dans ce cas-ci, c'est 4. Si on ne peut pas pour quelconque raison, le pilote, c'est sa job de savoir c'est quoi la longueur de piste qu'il a besoin pour atterrir. Si le pilote n'a pas ça, pour être capable de faire l'attente à l'écart, il doit dire à la TC, hey, je suis pas capable de faire ça, donne-moi une autre option. Parlons des règlements de l'espace aérien du Canada. Je vous dis maintenant, cette section-ci, c'est elle la plus disjointe, si je me rappelle bien. C'est vraiment juste des règles et des règles et des règles qui ont pas trop de lien ensemble. Me semble. Moi, checker ici. Oui, c'est ça. C'est une grosse section, alors je pense que j'ai comme 2 pages et demie de questions. Et c'est vraiment des choses qui ont moins rapport avec eux-mêmes. C'est juste des faits. Alors, VFR, j'en parle de temps en temps. Essentiellement, c'est un vol avec référence visuelle au sol. Si moi je pilote puis moi, je ne suis pas VFR. Si je pilote puis je vois le sol, je vois les lacs, je suis VFR. C'est tout ce que ça veut dire. Parlons des dimensions d'espace aérien qui sont communs. Alors, ça, il faut le savoir. L'espace aérien inférieur, c'est quoi ça? Ça fait juste référer à tout l'espace à 18 000 pieds ASL ou moins. Pardon, moins que 18 000 pieds ASL dans l'espace intérieur canadien. Il faut juste savoir ça. J'ai pas une carte pour montrer ça, c'est pas mal en dessous de 18 000 pieds. Dans un aérodrome contrôlé, dans une zone de contrôle, pardon, ben, les deux, généralement, la zone de contrôle est 5 000 nautiques de rayon du centre de l'aéroport et monte de 0 à 3 000 pieds à GL. Alors c'est un peu comme une grosse boule dans l'espace qui a un plat à 3 000 pieds, un plafond à 3 000 et sort 5 000 nautiques de chaque bord du centre de l'aéroport. Un espace à usage spécial ou consultatif. Alors, espace consultatif, le nom pour ça, dans les cartes, ce serait CYA. Les aéronefs sont encouragés à éviter l'espace pour le temps requis. Alors, dans les NOTAM, on a parlé des NOTAM il y a quelques cours, là. Dans les NOTAM, on va dire le CYA de Rougemont est fermé aujourd'hui. Ou pas fermé, mais est renforcé aujourd'hui. Ce que ça veut dire, c'est hey, on vous suggère de ne pas venir. Ça se peut qu'il y ait des planeurs, qu'il y ait on dit parapente, j'imagine, je pense, comme le gros. Les. J'ai oublié le mot, là, mais quand les gens sont en train de voler un peu là, sur leur hang gliders en anglais. Ou s'il y a du parachutisme, par exemple. C'est pas illégal d'être là, mais on vous suggère fortement de ne pas être ici parce qu'il y a trop de trafic. Euh, et le notable va dire quand il est en effet ou non. L'espace restreint, alors le CYR, ça, par exemple, il faut la permission de l'organisme utilisateur pour ça. Par exemple, à Fernam, la base militaire ouvre souvent un CYR, voulant dire qu'on ne peut légalement pas voler en haut de la ville de Fernam quand le NOTAM est ouvert pour le CYR, parce qu'on n'a pas l'autorisation de l'armée. L'acrobatie aérienne est possible dans l'espace aérien F quand la visibilité est de plus que 3000 nautiques. 1000 statuaires, je m'excuse, j'ai mal mis la visibilité ici. On va avoir une classe F, c'est quoi, mais juste sachez ça. Que l'acrobatie aérienne est seulement possible dans l'espace aérien F quand la visibilité est de plus que 3000 statuaires. Alors, ça c'est vraiment important à savoir, les minimums météorologiques VFR. Alors, je vais faire ça rapide. Dans une zone de contrôle, la visibilité minimale c'est 3000. La distance des nuages ce serait horizontalement d'1 000, verticalement de 500 pieds. Et la distance du sol
on peut être à 500 pieds, dis ça, au maximum. Dans d'autres espaces aériens contrôlés, mais pas une zone de contrôle. Une zone de contrôle, c'est vraiment pour un aéroport. Euh, oui, pardon. La visibilité de 3 est la même chose. Il n'y a juste pas de restriction de distance au sol. Dans les espaces aériens non contrôlés, si on est à plus que 1000 pieds, ou 1000 pieds ou plus, pardon, il faut un de visibilité au minimum le jour, avec une distance horizontale de nuage de 2000 pieds et une distance verticale de nuage de 500 pieds. Je vous dis maintenant, là, 1000 statuaires de visibilité, c'est horrible. Horrible. Déjà, là, 5000, moi, je me perds des fois. Là. On va vraiment pas loin. 1000, ce serait absurde. Euh, dans l'espace aérien non contrôlé, en dessous de 1000 pieds AGL, on est dans une voilure fixe, alors dans un avion, il faut au minimum de 2000 statuaires le jour et 3000 le noir, 3000 le soir. Et il faut rester en dehors des nuages. En dessous de 1000 pieds AGL dans un hélicoptère, c'est 1000 statuaires de visibilité le jour et 3000 le soir. Et il faut rester en dehors des nuages aussi. Parfait. Alors, parlons des règlements de l'espace aérien du Canada. Euh, continuons. My God. C'est encore sur des lois pas en rapport avec les uns les autres. 1. On ne peut pas créer un risque de danger à une personne ou à la propriété en lançant quelque chose dans l'avion. On peut lancer quelque chose dans l'avion si on sait que ça ne va pas causer un danger. Il faut rester 500 pieds de toute personne, structure ou véhicule. Disons que moi je suis en train de piloter, disons, whatever, je vole. Et ça c'est le sol ici, puis il y a une petite maison où est-ce que mon doigt est. Maintenant, il y a une bulle de 500 pieds tout autour de rayons que je peux pas m'approcher de cette maison-là. Alors, il faut que je fasse. Si je veux voler vraiment à 200 pieds, je sais pas pourquoi, il faudrait que je monte à 500 pieds ou plus, ou je descende après. Petite loi de même, à toute personne, structure ou véhicule. On peut pas décoller ou atterrir dans une ville à moins que ce soit un aéroport ou un aérodrome militaire. Ça, je le trouve pas mal évident. Euh, on peut pas atterrir dans la route si on veut, c'est ça que ça dit. Dans une zone bâtie, il faut rester à 1000 pieds verticalement de l'obstacle le plus haut dans un rayon de 2000 pieds. Checkons ça. Disons que moi je suis dans une ville ou dans une zone bâtie, alors ça pourrait être une petite ville. Je fais un rayon autour de moi de 2000 pieds. Je check le plus haut, l'édifice le plus haut dans ce 2000 pieds-là, puis le pied au-dessus de celle-là, légalement. Pour les hélicoptères, c'est un peu différent. Le 2000 pieds, il devient 500 pieds. Mais c'est le même 1000 pieds de verticalité. Il faut montrer sa licence à des. Pardon. Si on nous demande, il faut montrer sa licence à des policiers, des officiers d'immigration ou toute personne autorisée par le ministère. Personne d'autre. On a le droit de demander la licence s'il demande. On a le droit de demander la licence et que vous le montrez. Vous comprenez? Pour faire un vol en formation, il faut que les pilotes s'y mettent d'accord avant le vol. C'est la seule restriction légale pour faire un vol en formation. Si moi et mon ami on veut voler à côté, côte à côte de même, la seule loi c'est qu'il faut se dire hey man, ça tente-tu de voler côte à côte aujourd'hui? Il y a un aspect aussi que c'est la PIC doit s'assurer de la sécurité. Alors si c'est pas sécuritaire, ben ça aussi c'est une loi. Mais tout ce qu'il faut, c'est que les pilotes s'y accordent avant le vol. La DIS, c'est quoi? C'est le Air Defense Identification Zone. C'est une zone que le gouvernement canadien utilise pour savoir les aéronefs, ils viennent d'où, ils font quoi et est-ce qu'ils sont un danger au Canada. Euh, c'est souvent près des frontières dans l'est ou dans l'ouest. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'applique à tous les aéronefs. Point. Parlons du jour et la nuit et parlons aussi des altitudes. Alors, euh, quand le soleil se couche et horizontal à l'horizon, c'est pas encore la nuit. Quand il continue un peu, on appelle ça le crépuscule. Et quand on le voit plus du tout, c'est la nuit. Il y a plusieurs crépuscules qui existent. Il y a, disons, 1 ou 2 degrés en dessous de l'horizon, c'est le crépuscule naval ou quoi que ce soit. J'ai oublié les termes spécifiques. Mais il y a le crépuscule civil, on dit. Ça, c'est ce qui concerne l'aviation. Le jour, dans l'aviation, c'est du début de l'aube, du crépuscule civil, le jour,
Il va jusqu'à la fin du crépuscule civil le soir. Alors, il y a plus que de jours que de nuits dans une journée. Je pense que c'est assez clair, ça. Um, les altitudes pour le VFR. Alors, disons que je veux voler et je me dis, ok, moi aujourd'hui, je veux aller de Saint-Jean à. Je toujours le même exemple. Disons que Saint-Jean à Sorel sur vertical. Cornwall, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment vers l'ouest. C'est en Ontario. De Saint-Jean à Cornwall, moi, je m'en vais vers l'ouest. Alors, là, pour vous, ce serait de même. Dans ma petite image, là. Euh, mais ça veut dire qu'il faut que je voie à quelle altitude. Alors, si je suis en dessous de 3000 pieds, je peux voler à quelle année près l'altitude que je veux. J'ai le droit. Si je vais à plus que 3000 pieds, ben là, il faut que je m'adhère. Je vois ici, ok? Entre 0, alors 0 c'est le nord ici, à 179 degrés, ça, il faut que je vole à des milliers impairs, plus 500. Ça veut dire que je pourrais voler à 3500 pieds, 5500 pieds, 7500 pieds, ainsi de suite. Et si je suis vers l'ouest, alors de 180 à 350, euh, je vole des milliers paires plus 500. Alors, 4500, 6500, 8500, ainsi de suite. Il faut vraiment savoir, c'est de 1 à 167 et de 180 à 359. Souvent dans les questions, ils vont ben, pas le pisteur, mais dans les questions de Transport Canada ou quoi que ce soit, là, ils vont dire ok, si moi je pilote à 359 degrés, c'est comme. C'est quelle altitude que je peux piloter. Il faut aussi savoir que ça, c'est The Magnetic Course. Alors en français, c'est la. Les capes magnétiques. Non. Euh, Mais ça, c'est magnétique. Oui, c'est magnétique, mais j'ai oublié c'est le cap ou le. Oh my god, le mot me sort maintenant de la tête en français. Là. La réponse, ça va être magnétique dans les choix. Pas la course. Lui, j'ai oublié. Si je le trouve, je vais soit le dire dans la version anglaise, en anglais parce que ça dit. Ou track, même chose. Ou je vais juste peut-être le texter dans le groupe quand je me rappelle. Retournons à la question. Le jour au Canada désigne l'intervalle de temps entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Trop simple. 2. Une heure avant le lever du soleil, une heure après le coucher du soleil. Ça, c'est pas toujours pareil durant l'année. 3. Le début du crépuscule civil du matin et la fin du crépuscule civil du soir. Exactement ça. Parce que l'autre option après, ça nous donne moins de temps de jour et de nuit. Euh, Relatives aux zones A10 sont normalement appliquées seulement aux aéronefs volant au-dessus de 12 500 pieds, seulement aux aéronefs volant à une vitesse vraie de 180 nœuds ou plus, à tous les aéronefs se dirigeant vers le sud seulement ou à tous les aéronefs. C'est 4 à tous les aéronefs. À quelle distance des nuages un aéronef doit-il maintenir lorsqu'il se trouve à une altitude inférieure de 1000 pieds AGL dans l'espace aérien non contrôlé? Alors, on a dit en dessous de 1000 pieds. À quelle distance des nuages? La réponse, si on l'a vu, je vous le montre encore, c'était simplement hors des nuages. Si on est à espace aérien non contrôlé, en dessous de 1000 pieds, c'est hors des nuages. Parfait. Euh, Un aéronef exploité en VFR doit être piloté 1. Hors des zones de circulation de l'aérodrome. 2. Hors des zones de contrôle. 3. Par référence visuelle avec la surface. Ou 4. Conformément à tous les énoncés ci-dessous. Dans ce cas-ci, c'est vraiment par référence visuelle à la surface. On a le droit en VFR de rentrer dans les zones de circulation. On a le droit dans les zones de contrôle. C'est juste avec référence visuelle au sol. Continuons. Les vols de formation sont autorisés uniquement 1. Lorsqu'il a été planifié par les pilotes commandants de bord. 2. Lorsqu'ils sont effectués au-dessus de 3000 pieds, lorsqu'ils ont été effectués par des pilotes professionnels ou lorsque les guides de formation est un pilote dont la licence a été annotée pour le vol en formation. C'est vraiment juste réponse 1. Ça a l'air d'être la moins sécuritaire, mais c'est vraiment juste ça. Quand ils sont planifiés par les commandants de bord à l'avance. Au-dessus de quelle altitude AGL un pilote d'aéronef en vol VFR doit se conformer à l'ordonnance sur les altitudes de croisière? Je l'ai mentionné tantôt, mais je le dis rapidement. C'est vraiment à 3000 pieds qu'il faut commencer à se conformer à l'ordonnance sur les altitudes de croisière. Ça, c'est l'affaire que j'avais dit. Si on vole vers l'ouest, on vole par milliers paires ou vers l'est, milliers impairs. Je me mélange parce que, encore, c'est mélangé, mais vous savez vos directions, là.
Quel énoncé s'applique à l'espace aérien consultatif? Un aéronef de passage qui s'engage dans l'espace aérien consultatif actif doit être équipé d'un transpondeur en état de fonctionnement. Les aéronefs VFR non participants sont encouragés à éviter le vol dans l'espace aérien consultatif pendant que les périodes actives telles que spécifiées sur les cartes aéronautiques et les notables. Les aéronefs peuvent s'engager dans l'espace aérien consultatif pourvu qu'ils soient équipés d'un moyen de communication bilatérale ou seuls les aéronefs militaires peuvent s'engager dans l'espace aérien consultatif représenté sur les cartes aéronautiques. La réponse, c'est simplement deux. Consultatif, c'est pas légalement qu'on peut pas rentrer, c'est juste on est avisé de pas rentrer parce que ça serait mieux pour nous. Ici, dans un vol dans un espace aérien classe F actif, dont l'indicatif commence par CYR, 1 peut être entrepris seulement par les aéronefs équipés d'un transpondeur ou d'un système radio permettant les communications bilatérales. 2 n'est permis qu'aux aéronefs militaires volant avec l'autorisation du ministre de la Défense nationale. 3 n'est approuvé que pour les aéronefs qui suivent un plan de vol IFR et qui se trouvent radar intégral. Ou 4 ne peut se faire qu'avec la permission de l'organisme utilisateur. La réponse, c'est seulement avec l'organisme utilisateur. Les autres réponses sont un peu trop précises. Parce que un CYR, ça pourrait être un show aérien, par exemple. Alors, pas militaire seulement, par exemple, et ça n'a pas besoin d'être IFR. Et le premier, dans un show aérien, il peut y avoir des avions assez vieux, sans tous ces systèmes-là. Il faut juste la permission de l'organisme. Euh, le choix de l'altitude des croisières de l'espace aérien intérieur du Sud doit être déterminé par. Je m'en rappelle maintenant. C'est la route magnétique. Je m'excuse, la gang. C'est pas le cap, c'est la route magnétique. J'oublie en français, c'est ça. Alors, le cap, c'est où est-ce qu'on pointe. Alors, disons que moi, je pointe ici. Et la route, c'est où est-ce qu'on bouge. Alors, disons que le vent pousse vraiment fort d'ici. Alors, même si moi, je pointe vers ici, je peux bouger de même. Ce qui compte, c'est la route magnétique, et non le cap. Un avion en vol de croisière VFR au-dessus de 3000 pieds AGL avec une route de 290 magnétique doit être piloté à une altitude. Alors, attends, est-ce que. Oui, non, je suis. Alors, si on est à 290, pour vous, ça a l'air d'être ça. Et en haut de 3000 pieds, il doit être à une altitude quoi? Ah non, pardon, je me suis mélangé. Pour vous, c'est ça. À l'altitude, on a dit vers, vers l'est, c'est impair. Vers l'ouest, c'est pair. Alors, dans ce cas-ci, c'est pair, exprimé en milliers de pieds, plus 500 pieds. Plus 500 pieds, ça fait la différence entre IFR et VFR. IFR, c'est juste pair en 1000 ou impair en 1000. Et VFR, on ajoute le 500 pieds dans les deux cas. Parfait. Espace aérien contrôlé. Alors, quand on dit un espace aérien contrôlé, tout ce qu'on veut dire, c'est que l'ATC est assuré. On peut parler à quelqu'un, quelqu'un nous contrôle. Essentiellement, c'est toutes les classes à part classe G. Il y a 7 classes qui existent. En anglais, j'ai vraiment des beaux acronymes vraiment faciles, mais en français, je n'ai pas tant. Alors, continuons, essayons ça. A, c'est à 18 000 pieds et plus, ASL. Ça, c'est vraiment les grosses compagnies aériennes, les gros vols pour aller en haut de l'océan, tout ça. Ça vous affecte pas grand. B, entre 12 500 pieds et 18 000 pieds ASL. Encore, ça vous affecte pas grand. C, il faut une autorisation pour entrer dans cette zone-là. Alors souvent, ce serait comme. Euh, ce serait souvent les zones de contrôle, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, pour entrer. Faut pas nécessairement une autorisation, mais il faut juste dire hey, j'arrive. E, ce serait du VFR général, on serait vraiment relativement simple, puis on n'a pas besoin de parler pour entrer. Et 4, c'est le fun. Alors, classe F, c'est ça que j'avais mentionné, soit le parachutisme ou Farnham ou par exemple les choix aériens, c'est classe F, ça. Et G, c'est général. Alors, ça, c'est la seule place non contrôlée. Ben, F, c'est pas nécessairement contrôlé, mais G, c'est nécessairement non contrôlé. J'espère que ça fait du sens. Continuons. Alors, les minimums VFR dans une zone contrôlée, on l'a mentionné, c'est 500 pieds verticalement, 1000 horizontalement de nuage, et il faut 3000 statuaires de visibilité. Du VFR spécial, c'est quoi ça? Alors, je l'ai mentionné il me semble, au dernier cours.
Ça fait faire spécial. C'est disons que moi, l'aéroport ici, il va atterrir. Et quand je réalise que, waouh, je vois rien. Même c'est illégal que, pour moi d'atterrir ici, à cause que, à quel point je vois rien. Ce que je peux dire, c'est est-ce que vous pouvez me donner une autorisation spéciale d'atterrir, s'il te plaît, et vraiment me contrôler au max? Puis après, bon, ça se peut qu'ils disent oui, ça se peut qu'ils disent non. Le minimum pour du VFR spécial, c'est 1000 statuaires. Et 1, c'est vraiment pas grand. Alors, il faut 1000 statuaires de visibilité au minimum. Ça peut être utile pour le décollage et l'atterrissage, à part la nuit, que c'est seulement l'atterrissage. Pour le faire, il faut une radio bidirectionnelle. Il faut rester en dehors des nuages tout le long. Et il faut faire la demande. Ils vont jamais dire, ils vont jamais vous mettre le VFR spécial. C'est toujours une demande que le pilote doit faire envers la tour. Alors, si on veut rentrer dans l'espace B, C, D ou E, alors si on veut ici, B c'est entre 12500, D c'est dialogue ou E c'est VFR général. Alors, si on a besoin d'une autorisation, il faut toujours avoir l'autorisation et contacter avant d'entrer. On peut pas rentrer et dire hey la gang, je suis ici. Pensez-y vraiment comme si vous cognez à la porte de quelqu'un. Vous dites allô, je t'avais de rentrer, est-ce que c'est correct avec vous? Puis ça se peut qu'ils disent oui, ça se peut qu'ils disent non, mais il faut avoir la réponse avant d'entrer. Il faut toujours garder le contact radio dans l'espace terminal. Ça, je pense, j'ai rien à dire sur ça. Si vous êtes dans l'espace aérien terminal, je veux dire contrôlé par quelqu'un qui vous voit pas nécessairement, il faut juste garder la radio. Et ces fréquences-là sont trouvées dans le CFS et la VTA. La VTA, c'est une carte, le CFS, c'est le petit livre bleu. Rentrons dans les questions. La distance qu'un pilote doit maintenir par rapport au nuage en vol VFR à l'intérieur d'un espace est de, si on l'a vu, ce serait 500 pieds verticalement et 1000 horizontalement. C'est juste la réponse. Pourquoi j'ai commencé par celle-là? Je m'excuse. Je vais commencer par celui-ci. Pour ceux qui étaient mélangés, j'ai commencé par lui en bas à gauche. Je sais pas pourquoi. Les pilotes en vol VFR de navigation qui désirent traverser n'importe quelle partie d'une zone de contrôle classe C doivent, je vous dis maintenant, informer la TC de leur intention et obtenir l'autorisation. C'est simplement ça. C'est en anglais, c'est need clearance to enter. En français, ça marche pas. Mais alors, c'est ça, il faut l'autorisation pour entrer. En vol VFR dans les voies aériennes inférieures, la visibilité en vol doit être au moins, on l'a vu dans une zone de contrôle, alors voie aérienne inférieure, il faut une visibilité de 3000. Alors la réponse c'est 4, 3000 statuaires. L'ATC peut autoriser un aéronef muni d'un émetteur récepteur en état de fonctionnement à traverser une zone de contrôle en vol Special VFR spécial de jour, prévu que la visibilité en vol et la visibilité au sol, lorsqu'elle est signalée, ne soient pas moins que, on vient de le voir, ça serait juste 1000. Alors, la visibilité minimale pour du VFR spécial est de 1000. Rentrons dans les faits aéronautiques, et il me semble que c'est la fin. Les faits aéronautiques, c'est pas comme. Ah, ben c'est juste. C'est un fait, c'est un fun fact. Dans le fait aéronautique, c'est un événement qui est pas bon dans le monde de l'aviation. Alors, si ça se passe, ben, il y a de trois niveaux, et on va rentrer dedans. Mais en premier, c'est qui qu'on contacte dans le cas d'un fait aéronautique? Alors, on contacte le BST, en anglais TSB, le Bureau de sécurité de transport. On trouve par FSH, on peut les appeler, sur la radio ou par téléphone au 1-877-922-6853. Le but, c'est des enquêtes de la BST sont pas de punir ou quoi que ce soit, c'est vraiment de prévenir les récurrences. C'est la seule raison. Et toutes les informations ou les informations importantes sont trouvables dans le AIM, le AIM, par rapport aux faits aéronautiques. Alors, un accident, c'est quoi? Un accident, c'est le pire. C'est la mort de quelqu'un ou quelqu'un de vraiment gravement blessé, ou c'est un dommage structurel sérieux à l'aéronef. Souvent, c'est les deux. Ou encore même, c'est peut être qu'on a perdu l'aéronef ou il est inaccessible. Ça, c'est un accident aéronautique. Il faut juste savoir la classification et ce que ça veut dire. Un incident aéronautique, c'est pour un aéronef qui pèse plus que 2250 kg. Il pèse moins, c'est juste un fait aéronautique. Euh, dans ce cas-ci, ce serait de la fumée, des problèmes d'électricité, des problèmes de contrôle, des gros problèmes qui affectent l'aéronef, mais qui ne causent pas la mort ou une blessure de quelqu'un, ou les dommages structurels à l'aéronef. Seulement un fait aéronautique, c'est un autre problème qui ne rentre pas encore là-dedans.
En soi, ce serait un aéronef qui est moins lourd que 2250, ou que c'est juste quelqu'un a frappé l'aile dans une tank de gaz à Trois-Rivières. Ça, c'est un fait aéronautique, c'est un petit problème. Mais ça, c'est géré de façon interne avec les écoles de vol, avec les aéroports, tout ça. Tout ça. Parfait, rentrons direct dans les questions, puis après, je pense qu'on a fini. Les détails sur les procédures des comptes rendus des accidents d'aviation civile apparaissent dans. On l'a vu, l'AIM-DTC. AIM. Réponse 1. Le but principal d'une enquête sur la sécurité aérienne lors d'un accident ou d'un incident d'aéronef est de répartir les blâmes et les responsabilités, déterminer la compétence des règlements de l'assurance, mettre des règlements en application ou 4. Prévenir les répétitions de ces faits. C'est tout simplement 4. De prévenir la répétition. Ils sont pas là pour blâmer, ils sont pas à la police, eux ils veulent juste s'assurer que le même problème arrive pas plusieurs fois. Lorsqu'un accident d'aéronef, le pilote ou l'exploitant de l'aéronef en question doit s'assurer que les détails de l'accident sont signalés au BST dans les 7 jours qui suivent, dans les 24 heures qui suivent, dans les 47 jours qui suivent, ou on a dit, on a skippé ça, mais par courrier, par téléphone, par télécoptère, ou, la bonne réponse, 4, aussitôt que possible par le moyen de communication le plus rapide. Finalement, le BST doit être avisé d'un accident aéronautique à signaler. 1. Lorsqu'une personne subit une blessure grave ou mortelle en raison du fait qu'elle se trouve à bord ou elle est restée entrée directement en contact avec l'une des parties de l'aéronef. 2. Lorsqu'un aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle qui altère ses caractéristiques de performance ou de vol et qui nécessite des réparations importantes ou le remplacement d'éléments. Ou 3. Lorsqu'un aéronef devient complètement inaccessible. Ou 4. Lorsque n'importe quel de ces événements ci-dessus surviennent. Lorsque ce serait 4, tout ça, c'est ce qu'on considère un accident dans le monde de l'aviation. Alors, euh, ceci conclut tout le cours du Pisteur. Alors, pour ceux qui sont rendus jusqu'ici, j'espère que vous avez pris des notes. Je suis vraiment très fier de vous. Moi, je vous suggère de faire des examens de Pisteur de votre côté. Ils sont en ligne, ils sont gratuits, il y en existe plein. Sont... Moi, j'en ai fait plusieurs avant mes examens. Encore une fois, je veux vous dire que toutes les questions du Pisteur ne sont pas dans l'examen cadet et conversement, toutes les questions des cadets ne sont pas dans le Pisteur nécessairement. Euh, mais comme j'ai déjà mentionné, c'est l'examen que je trouve le plus similaire en termes d'idées. Si vous comprenez la majorité de ce que je vous avais déjà dit dans ces 3 vidéos, vous allez très bien faire cet examen. En parlant de l'examen, je vais faire un petit recap sur ça. Là. Je vais vous donner mon expérience personnelle. Moi, j'ai eu 74. C'est pas une très bonne note pour moi. Dans la vie, j'ai normalement des hauts 80 ou bas 90 à l'école. Au moins, j'avais autant que j'ai fait cet examen-là. Et avoir un 76, c'est un peu mal. C'est très difficile. La note de passage est de 50 pour une raison. C'est pas parce que c'est un examen facile, c'est parce que c'est un examen très difficile. Souvent, les gens ont comme des 60 ou des 95. C'est très rare de voir du monde au milieu. Et moi et la gender, ben, monsieur normalement. On m'a parlé de ça, du fait qu'il est plus cadet, qu'il est peut-être essence civile, alors je veux dire monsieur. Monsieur normalement, c'est un peu le même concept. On a eu nous deux dans les 70, mais je connais du monde qui a eu des 60 et je connais du monde qui a eu des 98. Il faut juste se forcer, il faut bien faire ça. Moi, quand j'ai fait l'examen, c'était supervisé par tous les officiers. J'avais mon laptop, mon iPad. Euh, ouais, mon laptop et mon iPad. Finalement, j'ai donné mon laptop à quelqu'un d'autre. C'est pas important. Euh, j'ai mon iPad pour mes réponses en anglais. Moi, j'étais plus confortable en anglais. Mais pardon, mes questions en anglais, j'avais pas mes réponses devant de moi. Et j'avais une feuille du même examen en français. Alors, je pourrais peut-être rechecker s'il y a une question un peu bizarre ou peut-être un mot que je connaissais pas dans une langue que je connaissais dans l'autre. Au final, ça m'a pris environ 1 heure, puis je pense que c'est ça le temps minimal. Ben, le temps maximal, pardon, c'était 1 heure, me semble. Euh, c'est un gros examen, tout le monde le fait dans la même semaine, et on a les réponses très tard. Tout dans l'aviation, tout dans le monde des cadets, c'est très tard. Moi, j'ai reçu ma réponse là, pour le camp, je pense 3 semaines avant le camp. Il y en a qui vont l'avoir plus tôt, il y en a qui vont l'avoir plus tard. Pour ceux qui n'ont pas déjà, je vous dis maintenant, d'aller faire votre médical. Évidemment, ceux qui sont pour le cours de planeur ou power. Les autres, ça fait du bien. Ça dure 5 ans, comme on a vu. Et c'est vraiment sincèrement, bonne chance pour tout le monde. J'espère être là pour votre examen, pour soit vous superviser ou répondre à des questions.
Euh, tout ce que j'ai à dire, vraiment, n'hésitez pas à poser autant de questions que vous avez besoin. Je sais que c'est long, 3 vidéos, 3 heures de cours, mais sincèrement, je condense ça. Là. Moi, le cours que j'ai suivi pour le P-Star a duré au moins 10 heures. Alors moi, j'ai vraiment condensé ça rapidement pour vous. Et je sais que c'est difficile à croire parce que je parle beaucoup, mais je donne l'information nécessaire. Sur ça, passez une très belle soirée tout le monde. Et je vous vois dans la vidéo anglaise que je vais sûrement publier demain. Bonne soirée tout le monde.